Et je vous remercie. Je compte sur vous pour la suite. Et donc, il va inventer donc, ce fameux, il va appeler ça un calotype, donc un procédé photographique qui va être techniquement un peu plus développé que celui de Daguerre, un peu plus évolué que celui de Daguerre, mais il a cette histoire de brevet, puis en plus, il attaquait tout le monde dès qu'on lui prenait son invention. Donc, c'était plutôt difficile. Donc, il va développer cette technologie. Alors, il va le faire, lui, donc il va le faire donc, à partir de 1933, et la première déclaration qui va le breveter, enfin, il va breveter son invention, il y a calotype, on dit talbotype, mais c'est surtout connu au nom de calotype. En 1841, il va faire breveter, 2 ans après Daguerre. C'est parce qu'il a entendu parler de ça qu'il l'a développé, il aurait pu le faire juste avant. Ça n'aurait pas posé de problème. Donc là, c'est le drame de sa vie, bien sûr, il va essayer de se faire reconnaître comme étant le premier inventeur, et il n'y arrivera jamais. Donc l'avantage, par exemple, de ce procédé, c'est que ça lui permettait d'obtenir de multiples images positives sur papier à partir d'un seul négatif papier. Donc il mettait du papier dans une chambre, et c'est le papier qui imprégnait en négatif l'image. Et par un système inverse, il arrivait à faire des positifs, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, enfin ce qu'on faisait avant, je dis aujourd'hui, il n'y a plus maintenant de numérique, avant, quand on utilisait la photographie argentique. On avait le même système. En fait, c'est le précurseur. En fait, celui qui a vraiment inventé la photographie moderne techniquement, c'est lui. Le daguerreotype va disparaître. Par contre, son procédé à lui va évoluer. C'est ce qui va donner. Il sera reconnu en fait grâce à ça, parce que son invention était meilleure. Donc un seul négatif papier, ça c'est son problème. Par contre, le papier n'est pas assez précis par rapport au métal. Ça avale un peu les produits. Et donc il y a moins de détails dans ces photos. Donc tout le monde va être agréablement surpris du daguerreotype qui a beaucoup de précision. Le calotype en aura beaucoup moins, mais par contre c'est reproductible, vous pouvez faire autant d'images que vous voulez, et ça va changer tout au bout d'un moment. Donc autant son système va être utilisé par la suite, il faudra du temps, mais autant, ce que je veux dire c'est qu'il va mettre la base de la photographie argentique moderne, mais il faudra du temps pour que ça se développe, et lui il va en souffrir, il va essayer d'améliorer à chaque fois son système. C'est le premier aussi à faire un livre illustré en photographie, d'ailleurs super beau, Pencil of Nature, qui va sortir en 1844. Donc Talbot, le grand développement, il aura un prix pour ses calculs aussi en mathématiques. Donc c'était vraiment un très grand scientifique. Donc l'avantage du calotype, procédé reproductible, négatif-positif, inconvénient, manque de définition, pas assez sensible pour le portrait, et puis cette histoire de brevet dont je vous ai parlé qui va ralentir énormément le développement de son procédé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, plus populaire, mais de qualité inférieure, et il avait néanmoins de l'avenir, et le procédé va se développer. Donc, je vous montre une image en calotype. Donc, on pourrait le voir, sur le vidéoprojecteur, on ne le voit pas, mais beaucoup moins de détails, mais c'était quand même des images qui étaient assez agréables. En tout cas avec l'optique, il va énormément développer. Et puis surtout, il va faire, ça sera plus sur papier, après, ce sera sur du cuir tanné qu'il va utiliser, ce sera beaucoup plus joli dans la définition. Arrive après l'invention de la couleur, donc Charles Cros et Louis Ducrot du Havron qui vont présenter à la communication le principe de la couleur. Donc ça s'enchaîne assez vite, hein, vous avez vu, hein, 1839 on développe, 30 ans après vous avez la couleur qui va apparaître. Alors le système c'est des plaques qui sont sur des couleurs, des plaques séparées, 3 images en gris qui sont séparées donc, et qu'on va reconstituer en projetant. Vous avez, c'est encore comme ça que fonctionnent les logiciels photo, si vous connaissez Photoshop, chaque couleur a un calque, à une plaque dans ce cas-là, et en fait en faisant filtrer des lumières à travers les plaques, on peut reconstituer une photo couleur. Donc ça va aller assez vite, et le premier qui va utiliser ça, donc c'est Gorsky, hein, qui va mettre au point un appareil qui permet de prendre successivement 3 photos au moment de la prise de vue. Donc il y avait une seconde de décalage à peu près entre les prises de vue des plaques, mais ça lui permettait quand même de reconstituer. Alors pour les portraits, il ne fallait pas beaucoup bouger, mais il avait quand même une photo couleur à partir de 3 images. Soit des images. Et les images sont très belles parce que comme c'est en addition de lumière, et ben en fait la définition de la couleur va être assez jolie. Des fois. Donc on a cette construction de la couleur. Alors l'autre personnage qui va apparaître, qui va apparaître maintenant dans l'histoire de la photo, c'est les frères Lumière, qui va être connu d'ailleurs pour l'invention du cinéma, et qui vont mettre pour la première fois la couleur vraiment en photo, puis surtout ça va permettre de le développer,
puisque plutôt que d'avoir 3 plaques, ils vont tout faire sur le même support. Et ce qui va bien sûr révolutionner la prise de vue, parce que très vite, on va pouvoir acheter des plaques toutes prêtes, on les met dans la chambre obscure, on a toujours la même chambre. Hein. Il y a juste l'optique qui s'est développée, mais c'est toujours la même boîte. Et on met des films dedans, les frères Lumière vont vendre ces plaques en couleur, et on faisait la photo, rapidement, on en avait une, on n'avait pas tous ces problèmes. Surtout, on va pouvoir faire, la technique va permettre de faire des portraits. Pas au début, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est une toute petite plaque, et puis ça impose donc des appareils assez lourds pour se balader, mais la sensibilité est très faible, parce que pour qu'il y ait les 3 couleurs en même temps, donc il y a toujours un système de 3 couleurs qui vont se mettre, il faut les accumuler sur une même plaque, ce qui fait que c'est beaucoup moins sensible. C'est le problème de l'autochrome, mais c'est le premier système facile pour faire des photos en couleur. Autant le système d'avant, de cette invention qui a été utilisée par Gorski, qui était là, était meilleur techniquement, mais très difficile à utiliser, en tout cas pas pratique. Autant c'était un peu moins bon dans le cas de l'autochrome, mais par contre ça va très vite parce que tout le monde peut utiliser facilement. Le principe est assez simple. Il manque une couleur, il manque le rouge ici. Mais en fait, il prenait de l'amidon, donc la matière des pommes de terre, de la fécule de pommes de terre, il les séparait en 3, il en colorait une en rouge, l'autre en vert, l'autre en bleu, et il les mélangeait sur une plaque. Donc vous avez une résine qui avait ces 3 couleurs ici, il manque le rouge, là les 3 couleurs. Donc une plaque de verre pour protéger, donc les grains de fécule colorés, les grains de pommes de terre en fait qui étaient broyés avec la résine dedans. Vous mettez une laque, une émulsion, on exposait de ce côté-là et on faisait traverser la lumière et on avait c'est le principe comment ça s'appelle, de la diapositive en fait, qui était développée, mais là sur plaque de verre. Et ça va se développer et ils vont en vendre des quantités, ils vont faire une fortune avec ce système et ils vont les vendre sous cette forme-là d'ailleurs. Voilà, donc vous achetiez des paquets de 4 plaques, c'était un format 13-18 et voilà, et c'était la lumière, les frères Lumière qui vendaient ça pour l'autochrome. Donc énorme développement de la photographie noir et blanc et puis après la photographie couleur grâce à ces plaques. Le résultat de l'autochrome, ça donnait ça. Le problème, c'est que comme c'était peu sensible, il fallait surtout pas bouger, les temps de pause étaient longs, et la nature, comme il y avait, par exemple, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits pendant la guerre, la première guerre, et donc la nature est souvent floue, avec le vent tout bouge, il fallait vraiment pas bouger du tout. Je crois que la sensibilité, je l'ai donné, ça devait être 4 à 8 ISO, l'équivalent aujourd'hui de la sensibilité des films, donc il fallait bien sûr poser assez longtemps, ce qui était problématique pour tout ce qui était action. Mais en fait, il y a eu quand même beaucoup de photographies qui sont parties. D'ailleurs, il y a Albert Kahn, c'est un banquier, qui va faire des missions photographiques avec l'autochrome. C'est magnifique, c'est les premières traces. Alors, il y a beaucoup de photos floues dans ces séries, mais c'est les premières traces. Hein. Il va envoyer des gens dans le monde entier. Son but, c'était de faire un archivage de la planète. Ce qui est intéressant, on va le revoir, c'est un peu la liaison avec la ville, hein, c'est mémoriser la ville à une époque, avoir des rendez-vous comme ça va être aussi une des parties sociales de la photo qui va être très importante. On va avoir justement le portrait, tout ça, mais le fait d'avoir une mémoire à un temps donné, ça c'était propre à la photographie. Et c'est des choses qui vont se développer, on va le revoir après dans des missions comme ça qui vont être liées à la mémorisation à l'image. Donc Albert Kahn va faire cette série justement sur les richesses de la planète. Et puis après, l'évolution de la photo va se développer, donc après l'autochrome, ça va aller très vite, et en 1935, donc c'est un peu plus loin, il y a le Kodachrome, après l'Agfacolor, qui vont justement remplacer ces techniques. Après, vous connaissez l'histoire de ces technologies. Donc on arrive à une maturité assez rapide de la photo, qui va toucher tous les domaines. On va voir dans quel domaine on va retrouver ces inventions de la photographie. Alors la première chose qu'on va voir, c'est les photographes qui vont être justement, qui vont travailler sur cette mémoire. Alors je vous avais dit que j'aimais bien les prénoms, hein. Félix Tournachon, Nadar. Nadar, c'est son surnom. Donc Félix Tournachon. Et ben, moi ça me plaît. Donc voilà, donc lui, c'est un mondain, Paris, il connaît beaucoup de monde. C'est un caricaturiste à la base, il faisait des caricatures dans la presse. Et il va s'intéresser à la photographie. Il va l'étudier et il est dans des milieux qui lui permettent de rencontrer des personnalités très connues. Et il va faire avoir une accumulation d'images de gens très connus, Gustave Doré, alors là c'est un autoportrait de lui. Sarah Bernard, on va voir Alexandre Dumas, Georges Sand, voilà, Gérard de Nerval, Baudelaire, encore une photo de Baudelaire. Alors, pour l'évolution de la photo, c'est une photo de Baudelaire qui va être une référence par la suite, et une photo ratée pour lui à l'époque, parce qu'elle est floue. Hein.
parce que les temps de pause étaient assez longs, hein, les gens étaient un peu attachés pour être tenus, attachés, mais il y avait des guides pour pas qu'ils bougent trop pendant les photos. Donc cette photo qui est floue, qui est ratée pour Nadar, va être une photo plutôt représentative plus tard d'esprit un peu torturé de Baudelaire. Donc il va y aller, je crois qu'il y a 6 ou 7 portraits de Baudelaire. Et ce que je trouve intéressant chez Nadar, c'est que très vite il va s'intéresser, bon c'est très classique comme portrait, mais il y a quand même des lumières, vous voyez, ces lumières un peu derrière, il va commencer, c'est le premier, en fait tout le monde critique la photo, les peintres surtout critiquaient la photo en disant c'est un procédé mécanique, hein, tout ce qui était, c'était le début de l'industrialisation, tout ce qui était un peu mécanique, de toute façon ce n'était que mécanique, ça ne pouvait pas être créatif, il n'y avait pas c'est pas vraiment ça à l'époque, mais il y avait quand même cette notion, le dieu qui guide la main de l'artiste et tout ça, et là, d'un seul coup, il n'y avait plus personne guidait, quoi. Donc, on s'est dit, c'est de la technique, on va faire de la science avec, et donc, là, au début, le portrait, c'est de faire, on fait le portrait, on l'envoie à la famille comme une photo d'identité. Et on s'aperçoit avec ce genre de photographe qu'il y a un sens artistique, et beaucoup d'artistes de l'époque vont commencer à reconnaître un degré de créativité et qu'un portrait par telle personne est beaucoup plus joli qu'un autre, et donc sous-entendu qu'il y aurait une forme artistique un peu sous-entendu. C'est un vieux débat qu'on a encore aujourd'hui, hein, est-ce que la photo est de l'art ou non, enfin, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir, mais en tout cas on peut faire des choses plutôt plus ou moins belles avec la photographie, c'est ce que vont prouver en tout cas ces gens, et Nadar va être assez connu pour cette précision, toujours un regard, toujours une présence. Enfin, moi j'adore ces portraits, et donc ça reste classique, mais il y a quand même un travail de la lumière, quelque chose qui fait que, hormis si on enlevait ce côté un peu vieillot de la photographie, on pourrait très bien retrouver des portraits comme ça aujourd'hui. Je trouve que c'est assez sympa. En tout cas, il a vraiment marqué tout le monde par cette façon de photographier. Alors pourquoi je montre ça? Parce que là, l'autre, c'est que Nadar, c'était un chercheur, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout. Et donc, dans l'évolution de la société, de la photographie, eh ben, il va vouloir emmener son appareil photo un peu partout. Et il va justement être dans les catacombes. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'avoir des flashs. Et donc, pour avoir ce genre de photos, bah, c'était révolutionnaire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de système pour éclairer la photographie. Alors, la personne qui va lui donner le système, donc il va faire ça, ça s'appelle avec du benzène, c'est des batteries au benzène, et c'était fourni par Talbot, vous savez l'anglais, qui avait ça. Lui, c'était un chercheur, un mathématicien, il avait inventé un système d'éclairage artificiel, et il va lui prêter, en tout cas lui donner le bon plan à Nadar. C'est le premier qui va faire des séries de photos, il y a énormément de photos des catacombes, donc en plus de son travail de portraitiste avec des gens assez connus, il va avoir tout ce travail un peu de représentation, et c'était étonnant pour l'époque d'avoir des photos dans ce genre de contexte. Donc 1861, hein, vous savez, ça va très très vite, hein, l'apparition, pas du flash, mais en tout cas de la lumière artificielle, de la photo aux lumières artificielles. Avant, les portraitistes étaient avec, il y avait dans les appartements parisiens, il y avait comment ça s'appelle, l'appartement du photographe, c'est-à-dire celui qui était exposé à la lumière avec une baie vitrée, et on tirait des rideaux, c'était la seule façon d'avoir de la lumière. Donc avec ce genre de système arrive, 30 ans après son invention, le début de l'éclairage artificiel, parce qu'il y a aussi de l'électricité. En fait, c'est une époque où tout le monde entier bouge, l'industrialisation, tous les systèmes techniques évoluent, ce qui fait qu'on va avoir justement cette possibilité de travailler dans des temps de pause. Alors, il a fait énormément de photos des catacombes, et il y a des gens qui travaillent dans les catacombes, mais les temps de pause étaient tellement longs avec ce petit système de lumière, j'avais noté là, c'est 18 minutes de temps de pause, donc en fait, les gens, ils mettaient des mannequins. La majorité des photos, soit les têtes sont floues, soit si c'est net, ce sont des mannequins, parce que c'était pas possible d'avoir des photos. Et autre chose que va apporter Nadar, donc le portrait, c'est ce qu'à mon avis il a fait mieux, et qui va lui coûter beaucoup d'argent, pratiquement le ruiner, c'est que c'est un passionné d'aéronautique. Et il adorait voyager en ballon. Et bien sûr, il a eu l'idée de mettre son appareil photo dans le ballon, ce qui était et il va être l'inventeur enfin, pas l'inventeur, mais c'est le premier à faire des photographies aériennes. Donc en 1858, première photographie aérienne. Alors, il y a un petit truc, une anecdote qui est assez rigolote, c'est que dès qu'il amenait son appareil photo dans son ballon, et ben, quand il descendait, il ne pouvait pas développer des photos. Il n'y arrivait pas. C'est-à-dire techniquement, il ne pouvait pas. Les mêmes photos qu'il réussissait au sol, dès qu'il était en l'air, ça ne marchait pas. Et donc il a longtemps cherché, il a vraiment longtemps cherché, jusqu'au jour où, sur les ballons, vous n'êtes sûrement pas au courant, il y a une vanne de sécurité. Et donc cette vanne de sécurité, normalement, c'est que si le ballon, avec la pression, est trop gonflé, ça fait évacuer donc, le gaz à l'intérieur. Et donc,
ce gaz-là, en fait, il ne le savait pas, mais ça empêche la photo de se développer. Et donc toutes les photos, il était juste sous le... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? La soupape, voilà, je cherchais. Sous la soupape. Et donc, c'était l'hydrogène sulfuré, donc qui avait été brûlé, qui ressortait sur la photo. Et un jour, il y a eu une faute de pression, et donc pour éviter que le ballon se dégonfle, il a bloqué la soupape, pour pas que le ballon se dégonfle. Et donc, il a ses photos, la première fois, il a vu ses photos, c'est comme ça qu'il a compris que ces photos... c'est toujours rigolo, hein, ces histoires de recherche, c'est comme Daguerre qui met ses plaques dans un placard avec des joints en mercure, enfin, c'est toujours des trucs hallucinants. Donc, cette histoire va permettre à Nadar d'avoir ses photos aériennes de Paris, et ça fait, lui, il va passer énormément de temps justement à travailler cette vue aérienne. En fait, il mélangeait ses passions. Donc, Artus Bertrand, il est tout à tout. Donc, autre personnage intéressant de l'époque, Disdéry. Alors, c'est l'opposé de Nadar. Vous voyez, vous avez Nadar qui est là, Disdéry, c'est l'opposé. Lui, l'esthétique, il s'en moque, ce qu'il veut, c'est en fait rentabiliser son affaire le plus vite possible. Mais il va marquer quand même l'histoire de la photographie. Pourquoi? Parce qu'il va rendre la photographie populaire, il va la développer. En fait, il va inventer un format qu'on appelle le format carte de visite photographique, qui permet aux gens, pour pas très cher, d'avoir plusieurs photos d'un seul coup, et c'est ce qu'on va découper, envoyer aux gens. Alors, vous voyez, ça donnait ça. Donc vous alliez chez lui. Alors, ce qui était un peu bizarre chez Disdéry, c'est pas bizarre, c'est qu'il y avait des décors. Vous avez le décor avocat. Hein, donc vous aviez le décor avocat, donc vous aviez le costume avocat, décor avocat, vous étiez infirmière, décor infirmière, et puis vous aviez les poses de l'avocat. Tout était prévu pour aller vite. Et donc vous aviez ce genre de choses, et on coupait après les photos, et on envoyait ces photos, ce qu'on appelait format carte de visite à la famille. Vous pouvez donc pas d'intérêt en fait photographique, mais en tout cas le procédé, c'est le début du photomaton en gros. C'est le développement, c'est le besoin social dont on parlait. Les gens ont besoin d'avoir ces photographies, et donc lui il va répondre à cette demande au fur et à mesure de l'évolution. Il va même faire des photos, de tous les métiers. Enfin, il va essayer de développer son histoire, mais ce qui va être marquant chez lui, c'est justement cette façon rapide d'avoir plusieurs séries de photographies, plusieurs photos sur une même plaque à découper. Donc, Eugène Disdéry. Autre chose qui va se passer après l'invention de la photographie, donc la photographie arrive, on va développer les moyens techniques, on améliore la chimie, et puis les gens vont vouloir découvrir le monde et faire découvrir le monde aux gens. Et il y a des nouveaux explorateurs qui vont arriver et qui vont partir et traverser le monde entier pour essayer de montrer un peu ce qu'il y a en dehors. Alors, j'ai pris, il y a plein d'exemples, j'ai essayé de faire une sélection pour essayer d'avoir à peu près tous les critères. Les frères Bisson, ce qui est intéressant, c'est que on est en 1863, donc c'est quand même très récent, hein, il y a 30 ans que la photographie apparaît, elle se développe à peine. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque-là, ils utilisaient des plaques en verre de collodion humide. C'est le mot humide qui est important, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit légèrement humide pour faire la photo. Et eux, ils se disent, bon, on va aller sur le Mont Blanc et on va faire des photos au collodion humide. Bon, moi, j'appelle ça des fous. Et à l'époque, il fallait partir avec ce genre de matériel. Voilà, donc ça, c'était le matériel de l'époque. Et voilà, il fallait avoir donc une chambre, bien sûr, et chaque photo, c'était une plaque. Hein, donc une photo qui ferait 20-25, il fallait une plaque de verre 20-25, avec un appareil photo 20-25. Parce qu'il n'y avait pas d'agrandissement à cette époque-là. Donc, il fallait déjà emmener une plaque par photo, donc des plaques en verre, il fallait les emmener à Dodane, il fallait emmener les champs photographiques, vous vouliez avoir deux formats, il fallait deux champs, avec deux pieds, il fallait un système de développement rapide, puisque c'était au collodion humide, donc il fallait le développer sur place. Et bon, ils se sont dit, bon, avec ce système, on va aller en haut du Mont Blanc, on va faire des photos. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel, donc on le voit, hein, donc les personnes qui accompagnent, en fait, c'était des équipés qui partaient justement pour aller justement faire ces photos de... du Mont Blanc. Alors ils n'ont pas fait que le Mont Blanc, c'est ce qui a, on a gardé ça en tête parce que c'est un exploit énorme de faire ce genre de photos. D'ailleurs les photos, hein, les vues qu'ils vont faire, en plus ce sont des explorateurs, des gens qui cherchent comme ça, mais qui ont un grand goût artistique. Enfin, les photos des frères Bisson, c'est très beau, quoi. Enfin, si vous avez l'occasion de les voir, les détails sont très beaux, la lumière, il ne faut pas ça n'importe comment, c'est vraiment très très joli. Et ils vont être très connus grâce à ces séries, en fait, ce qu'on appelle, parce que ce sont des aventuriers de la photo, à ces séries du Mont Blanc. Ils vont aller sur le Mont Blanc. Mais ils vont être aussi connus, et c'est ce qui va faire leur réputation. En fait, c'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de. Ils veulent toujours faire mieux que les autres.
Et à l'époque, on va en reparler, était lancée une mission, la mission héliographique. C'est une mission lancée en France pour récolter les différents comment ça s'appelle, monuments français, d'avoir une mémoire. On en reparlera par la suite de cette mission. Et à l'époque où les frères Bisson commencent à travailler, cette mission est engagée. Et donc ils vont s'intéresser à ça. Donc culturellement, ils sont intéressés par cette histoire de garder la mémoire. Parce qu'à la base, les frères Bisson, ils faisaient des reproductions de tableaux, des portraits. Et d'un seul coup, ils entendent parler de cette mission, et puis aussi parce qu'il va y avoir des procédés techniques qui vont être développés au fil du temps. Par exemple, le système des négatifs qui sont reproductibles. Donc ça va beaucoup les intéresser. Alors grâce à ça, ils vont pouvoir partir après et faire donc il y a l'évolution de la technique, l'évolution de la culture avec cette mission héliographique. Ils voient qu'il y a un intérêt, donc ils se mettent à faire des paysages. Et comme ils veulent toujours être meilleurs que les autres, eh ben, ils vont s'apercevoir que dans cette mission héliographique, il y a un photographe qui s'appelle Balbus, qui fait des énormes tirages, c'est-à-dire qu'il fait des grands tirages, et il va être réputé pour ça, c'est-à-dire que quand on voit les photos de Balbus, on est très impressionné par justement cette taille monumentale des photos. Donc la photo de Balbus, il y a une photo très connue qui a été présentée par Balbus, qui faisait 43 cm par 92. Et donc, eux, ils se sont dit, on fait plus grand. Et donc, ils faisaient des photos. Alors, ils ont fait une série qu'ils ont du Louvre, qu'ils ont développée et présentée, une série du Louvre, notamment une qui s'appelait L'intérieur de la cour du Louvre, qui malheureusement est perdue, je ne pourrais pas vous la montrer, on n'a plus de trace de cette photo, mais qui faisait 45 par 105. Et quand les Beauchamp voyaient cette photo, ils se disaient, plus grande que celle de Balbus. Et c'est ce qui va faire leur réputation, le fait qu'ils soient capables de livrer des tirages aussi grands, avec une majorité de détails comme ça, plus fort que ce qu'il y avait avant, et en plus ils partaient sur le blanc, et ils vont marquer les esprits par cette idée de plus grand, de prouesse un peu technique. Mais en dehors de la prouesse technique, c'était des gens qui faisaient de très belles photos. Donc ils faisaient pareil, toujours des photos techniquement très réussies, ils ont fait de tout en fait, ils vont faire du paysage et aussi toute la production des villes. Donc ça, c'est le matériel qu'ils ont mis. Autre partie, donc on a vu le portrait, on a vu l'exemple par Nadar, l'hystérie, une autre façon de voir le portrait, on a vu le portage des grands reporters. Autre chose aussi, c'est l'identité judiciaire. La police va s'intéresser à cette nouvelle technologie et voir comment on peut développer cette technologie au fur et à mesure. Alors, une personne importante dans ce cadre de l'évolution sociale grâce à la photographie, c'est Alphonse Bertillon, qui va justement créer un laboratoire de police d'identification criminelle, et il va mettre en place ce qu'on appelle l'anthropométrie judiciaire. On va appeler système Bertillon, plus ou moins ironiquement. Et alors lui, il va faire des règles assez simples, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, il va considérer que si on mesure telle ou telle partie du corps, si on croise toutes ces données, on peut avoir une identité des personnes pour les retrouver. Donc il va mettre des codes comme ça, voilà, on mesure de telle façon des codes pour mesurer et aussi photographier, puisque lui, il est responsable, ce que je vous ai mis là, il est responsable du laboratoire, comment ça s'appelle voilà, sur la fiche. Je ne sais plus quel poste il va. Voilà, il est nommé chef du service photographique de la préfecture de police de Paris. Voilà, chef du service photographique. Donc il va mélanger toutes ces théories avec la photographie. Il va faire justement ces traités de relevé technique. Alors il découvre par exemple qu'il y a 14 mensurations. Si vous mesurez la taille des gens, les pieds, la taille des pieds, la taille des mains, le nez, les oreilles, enfin il y en a 14. Sur n'importe quel individu, il y aura seulement une chance sur 286 millions pour retrouver les mêmes données chez quelqu'un d'autre. Donc il va développer cette théorie. Alors au début ça part bien, et puis il va se servir de la photographie pour mémoriser tout ça. Et c'est là où ça part un peu plus mal, c'est qu'il va faire des grandes cases, et il va se dire, bon, bah, voilà, il y a des types de nez, les policiers vont apprendre à reconnaître des types de nez. Il y avait des bons nez, des mauvais nez, des bons fronts, des mauvais fronts. Si vous avez du mauvais, et ben, vous étiez plutôt intrigant qu'autre chose. Et là on le voit, c'est un cours, on fait un apprentissage sur les nez. Hein, ici vous avez travaillé sur les formes d'oreilles avec des tables. Et il va créer une espèce de prototype d'identification de truands avec, par exemple ici vous avez le type criminel, les types criminels qui vont être développés. En gros, à un meurtre dans votre rue, vous alliez acheter du pain, et ben vous étiez accusé comme ça parce que juste vous n'aviez pas la tronche qu'il fallait à ce moment-là. Et ça rejoint quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la photographie, vous savez, on parlait d'objectivité, hein, l'objectivité de la photographie, le fait que les gens pensaient que si ce n'était pas guidé par la main d'un peintre,
peintre, c'était obligatoirement la réalité, puisque c'était technique et chimique. Et ça, c'est un gros défaut, c'est une qualité de la photographie, mais qu'on va surutiliser. Et dans ce cadre-là, comme la photo est un moyen technique, et lui, il développe en plus une façon de photographier assez technique, on est convaincu que techniquement, on peut tout faire avec la photo, qu'elle va servir de preuve. Juste une petite aparté, c'est un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'ADN. Vous savez, la police se sert beaucoup de l'ADN. Et donc, si vous avez l'ADN qui correspond, vous avez de grandes chances d'être accusé aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup moins important que là, mais on s'aperçoit qu'il y a des degrés d'erreur. Et il y a des gens qui peuvent avoir des codes similaires et qu'il y a un pourcentage d'erreur sur l'ADN. Et on est un peu dans cette configuration. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une technologie? En tout cas, on est obligé de faire des enquêtes, et c'est ce que vont apprendre après les policiers, parce que ces planches-là ne serviront à rien, parce que sans enquête, de toute façon, ça ne mènera à rien. Et donc, toutes ces techniques vont être abandonnées. Mais, heureusement, mais ce qui est important, c'est de voir comment on a traité la photographie. Alors après, on va avoir l'identité, bien sûr, le portrait pour l'identité judiciaire, le fait d'avoir une photo d'identité, tout ça va être développé, c'est ce qu'on va garder de plus intéressant. Mais on voit l'exagération que peut avoir la photographie par ce problème ou cet avantage, ça dépend de quel côté on se place, de cette forme d'objectivité. Est-ce que la photo est vraiment objective ou non? Est-ce qu'elle représente vraiment la réalité? Enfin, en tout cas, le problème de la photo, c'est qu'on est convaincu que c'est vrai au début. Et c'est ce qui va lui poser le problème. Alors on a vu tout ce qui est données scientifiques, on a vu donc les voyageurs, on a vu les portraitistes, le portrait, la communication, on a vu la police qui va s'intéresser à la photographie, et donc faire évoluer, la société entière va évoluer grâce à cette technologie, pas que celle-ci, c'est le moment en tout cas où on en a besoin. Et puis la science aussi va se développer grâce à ça. Alors bien sûr on va voir des microscopes, l'étude, comment ça s'appelle, du ciel grâce à la photographie, enfin tous les critères de la science vont évoluer, mais il y en a un qui va évoluer, c'est tout ce qui est anatomie, déplacement de l'anatomie, et par exemple, une personne très connue va travailler, à l'époque, qui était très connue à l'époque, c'était Étienne Jules Marais, qui va travailler sur ce qu'il va appeler la chronophotographie, c'est faire des photos scientifiques pour démontrer des éléments scientifiques. Alors, lui, il est français, c'est un peu un touche-à-tout, et puis il va commencer à traiter justement le détail de mouvement. Alors, on revient sur ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire que le noir n'imprime pas la pellicule, mais par contre le blanc l'imprime. Alors, il va faire passer des gens sur les fonds noirs, comme ça il est sûr qu'il n'y a pas de nuisance, et il va les habiller en blanc, et par exemple là il veut voir le déplacement que d'une seule jambe, donc l'autre est en noir. En fait, c'est des costumes noirs et blancs. Donc là il y a une seule jambe, comme ça on voit le mouvement de la jambe droite, mais pas de la jambe gauche. Et comme le déplacement, la trace reste que s'il y a du blanc, on ne voit rien. Autre système qu'il va mettre en place pour voir la décomposition des mouvements. Alors c'est ce qui va être utilisé par les sportifs après. Le placement, est-ce que les sportifs font les bons placements de jambes? Vous allez voir, même sur les chevaux, il y a une question qui va être débattue pour l'équitation. Et donc là, par exemple, fond noir, on habillait les gens tout en noir, et on mettait des points blancs aux articulations, et entre les deux, on mettait un trait blanc. Donc là, c'est l'épaule, le coude, et ici vous aviez les mouvements, et vous pouvez voir la décomposition des mouvements. Bon, je trouve ça très beau, et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les murs de Bagneux, j'en ai pas vu, mais en tout cas à Paris il y en a beaucoup, c'est des gens qui dessinent sur les murs des personnages, ils le font comme ça en mettant des points et des articulations. Donc c'est le reflet de cette image, en fait c'est devenu des images que l'on a en tête, c'est révélateur d'une technique scientifique, mais qui va marquer des artistes. Il y a plein d'artistes qui vont travailler sur ce genre d'images. En tout cas, tout est maîtrisé. Alors, le principe, lui, ce qui est intéressant dans son principe, c'est qu'il va inventer un fusil photographique. C'est-à-dire qu'il va viser les gens et en tirant dessus, il va faire une photo, en fait plusieurs photos sur une seule image. C'est pour ça qu'on va avoir ce chevauchement. Il n'y a qu'une seule image et les gens vont superposer. Donc, il a inventé un fusil photographique avec un système, c'est le début des films. Des films, et donc en gros, à chaque fois qu'il tire, en fait, ça fait tourner la vue pour avoir ces accumulations de photos. Alors ici, on va avoir justement un travail de décomposition d'image, de mouvement, de voir si les pieds se posent sur le talon, enfin pour accélérer, si on doit servir de tout le pied, la plante du pied. Donc il y a un moment de travail sur les déplacements, il va même être engagé par l'armée pour voir les déplacements, les mouvements de l'armée pendant les affrontements. Enfin, il y a beaucoup de travail qui va être fait, et puis ce genre de détails pour améliorer justement les positions, je vous l'ai dit, des sportifs, enfin tout ce qui est anatomie va être développé. Et puis surtout, moi je trouve ça très beau, alors, je ne m'en prie pas. Donc il va faire des photos comme ça qui en dehors du caractère scientifique,
vont être très intéressants. Il y a plein de, je ne sais pas si vous avez, il y a plein de publicités comme ça pour le golf, où on voit des conditions, c'est fait au stromboscope après, qui vont être directement tirées de ces études scientifiques. Lui, au départ, il s'en moquait, enfin, je crois qu'il s'en est toujours un peu moqué de ce qu'il réalisait esthétiquement, mais c'est vrai que ça crée quand même une technique qui va développer la photostroboscopie. Alors, une autre personne dans ce cadre-là qui va être intéressante, c'est Muybridge, qui va être l'équivalent de Marey. Et c'est un Anglais qui va partir après aux États-Unis. Il va avoir un accident de diligence assez grave. Et pour se rééduquer, il va faire la photo. En fait, il va étudier la photo pendant 7 ans. Et il va... donc là, en 1860, il a cet accident. Et donc en 67, il commence à traiter la photo. Il est un peu marqué, il est un peu fou. Enfin, et la photo l'aide beaucoup. Et il va plonger là-dedans et il va essayer de développer la photo. Alors, il fait des photos. C'est l'époque de la photo stéréo. Vous savez, les deux images en même temps. Donc, il va s'intéresser à ce type de photos. Et comme il a énormément étudié et qu'il est assez bon, il va aller faire des photographies dans le monde entier. Il va aller faire des reportages sur la guerre entière entre le gouvernement américain et les Modocs. Il va aller pour l'armée aussi en Alaska faire des missions militaires. Enfin, il est à fond dans la photo. Et il fait aussi beaucoup de portraits de gens. Et parmi ses clients, il y a une personne qui est, comment ça s'appelle, dingue de l'équitation, des chevaux. Alors il commence à s'intéresser au mouvement de l'animal, comme le fait Marey de son côté, il va s'intéresser à ça. Et puis il met cette façon de photographier le zoopraxiscope. Donc c'est un projecteur qui décompose les mouvements pour essayer de voir les images au fur et à mesure. Alors, on retrouve un peu les images. La différence avec Marey, c'est qu'on n'a pas plusieurs images sur une image, mais chaque image est séparée. Et il va entendre une rumeur comme quoi les gens contestent une théorie de Marey, donc il avait entendu parler du travail de Marey, comme quoi les chevaux ne posent pas les sabots. Il y a un moment où le cheval au galop ne pose pas le sabot au sol. Et ça, c'est contesté par tout le monde. Tout le monde dit que c'est pas possible. Le cheval est obligé de poser un sabot tout le temps, sans ça il tombe. Et donc Marey dit qu'avec ses photos, lui il est sûr que c'est pas vrai. Et Muybridge va d'un seul coup s'intéresser, et c'est comme ça qu'il va développer sa technologie, il va vouloir répondre aux gens pour défendre Marey. Et donc il va faire cette planche, et là on voit bien que le cheval ne pose pas. Donc un vrai travail scientifique qui va faire évoluer. Et donc, en fait, c'est un de ses clients qui s'appelle Stanford, qui est passionné de chevaux de course, alors il est très riche, et donc c'est lui qui va lui financer ça pour qu'il montre si vraiment le galop du cheval essaie d'arrêter cette polémique sur le galop du cheval. Et donc on voit bien qu'il y a Cotreau qui a toujours une patte au sol, mais pas au galop. Alors il va faire plein de planches, et c'est parti, et il va développer celle-ci avec souvent l'égalisation. Alors ce qui est intéressant, c'est que attendez, je vais monter une planche avant. C'est que lui, il va développer donc ce zoopraxiscope. En fait, c'est pas vraiment la façon de photographier, c'est la façon de reconstituer le mouvement de l'animal. Lui, il va le faire sur un disque, en fait, c'est une espèce de disque qu'il va faire tourner. Et en le faisant tourner, il va essayer de montrer les animaux. Alors, je vous montre ce que ça donne d'une manière complètement simulée, parce que c'était pas comme ça à l'époque, avec ce qu'on appelle un GIF animé. Et donc, ça donne ça. Donc, la photo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, si on l'anime, donc en fait le gros, vous avez un disque, vous avez une lentille qui est là, et si on regarde la lentille, on la fait tourner, vous voyez ce genre de mouvement, et donc on va avoir une deuxième animation pour le cheval au galop, on voit bien qu'il ne passe pas les pattes tout le temps. Ça vous fait penser à quoi? Si vous me dites la littérature, c'est raté. Vous pensez à quoi? Le cinéma? Non? Ah, j'ai un non, je vais pas la refaire, je sens pas. Donc, ça fait passer au cinéma. C'est en fait le précurseur du cinéma. Marey Muybridge va être le précurseur du cinéma. Donc, on va être précurseur du cinéma, et avec les frères Lumière vont voir ça et vont développer, c'est une autre histoire après, le cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces travaux d'image par image, il va reconstituer ces mouvements d'animation très rapides. Alors ça, vous avez vu, ça va quand même très très vite, on est pratiquement en 40 ans après l'invention de la photographie, vous savez, tout se met en place, quoi. La taille, les formats, les pellicules, l'arrivée du cinéma, la photo couleur, tout ça va aller très très vite parce qu'il y a une telle attente socialement que tout va se développer très très vite. Alors à partir de là, vont se développer des écoles de photographie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus ou moins prendre la photographie, la gérer de manière plus ou moins différente, et c'est des choses que
quand on fait de la photo qu'on doit un peu connaître, c'est-à-dire comment on va photographier, sous quelle forme on va représenter un peu le réel. Et pour ça, il y a des photographes qui vont prendre ces technologies et qui vont développer des courants artistiques. Deux grandes écoles qu'il faut, je pense, connaître avant de s'intéresser un peu plus à la photographie, qui vont pas s'opposer, mais qui vont être en tout cas discuter sur certains domaines. Vous avez la première partie qui va être ce qu'on appelle la photographie humaniste, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de représenter la réalité. Donc on a vu toute cette évolution technique et sociale, puis arrivent des photographes qui vont prendre la photographie pour l'exploiter au mieux dans certaines conditions. Leur rôle à eux, donc les photographes humanistes, il y en a plein, il y a même des étrangers, il n'y a pas qu'à Paris, mais beaucoup sont à Paris et en France. Et donc il y a bien sûr Bourgonis, Doisneau, Cartier-Bresson, ça vous connaissez, Cuba, qui sont donc des photographes qui vont commencer la photographie. Et eux, avec l'évolution technologique que l'on a vue jusque-là, parce que très vite, vont se retrouver avec des appareils photo manipulables. Vous avez vu, les films sont inventés, on va réduire la pellicule, on va faire des pellicules 35 mm, le support transparent existe déjà, on va pouvoir mettre toute la technologie, puis des petits boîtiers vont se créer. Alors au début, c'est les chambres, eux-mêmes vont faire des photos avec des petites chambres, et puis très vite vont arriver les appareils photo réflexes et tout ça. À partir du moment où l'appareil photo va être transportable, et ben on va avoir en fait des grands courants photographiques qui vont se créer, dont celui-ci qui va être lié à la photo plutôt parisienne, en tout cas française. Donc Robert Doisneau, vous connaissez tous, hein, on va juste faire un pas, donc il va développer une technique. Au début, il était publicitaire, Doisneau, enfin il faisait de la pub quand il a commencé à travailler. Et il était lithographe, il va s'intéresser justement à cette façon de photographier, avec un esprit comme ça, où on doit sectionner dans la réalité des phases, des tranches de vie. En fait, on découpe des tranches de vie, et avec un peu des contraintes qui vont s'imposer. Alors Doisneau, j'ai eu la chance de rencontrer, on va voir Cartier-Bresson après, j'ai eu la chance de rencontrer les deux sur des présentations et tout ça. Doisneau était plutôt jovial, sympa et tout ça, Cartier-Bresson un peu plus difficile, mais juste un malin, enfin, c'est quelqu'un qui était assez malin, Doisneau, et il disait des choses, mais bon, c'était pas vraiment ce qu'il disait, il le reconnaissait après. Et donc Doisneau, il disait oui, bien sûr, c'est la réalité, enfin, après on s'apercevait que c'était un peu la réalité. Oui, parfois il faisait poser et tout ça, mais bon, il a joué avec ça, c'était quelqu'un qui était assez rigolo, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas non plus. Mais bon, il y a eu ce courant, donc photographie humaniste, on ne doit pas trafiquer l'image, c'est un peu une pensée, l'objectivité un peu de la photographie. Et le but, c'est de découper la réalité dans le monde. On va avoir des photos. La chance que vont avoir ces photographes qui vont commencer à se développer, c'est qu'on est dans une époque où Paris, c'est le centre de la culture, en fait. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Et donc, les gens, il y a les musiciens qui sont là, les peintres qui vont arriver très très vite. Donc, ça, c'est juste après la guerre. Et on va avoir justement ce développement de la photographie qui va représenter cette ville où il se passe plein de choses. Ce qui est intéressant avec ce type de photographie, qui rejoint un peu ce qu'on a vu juste avant, c'est une forme un peu d'objectivité. Le but, c'est de montrer les choses dans le réel. Le photographe est complètement transparent. Lui, son travail, c'est de montrer une découpe de la réalité. Hein, c'est la réalité. Et lui, il découpe un instant magique. Il découpe la réalité pour arriver à produire ce genre d'image. Donc, on voit donc, les photos Doisneau, toujours ce petit truc un peu sympa de Doisneau, ce petit clin d'œil un peu sympa de Doisneau, mais ils font des photos donc de l'ambiance générale, mais le but c'est de montrer l'humain dans un contexte en fait, hein, mais c'est toujours de tourner autour de l'humain. Alors un petit clin d'œil toujours à Doisneau avec le nain de Picasso, hein, donc il traînait beaucoup avec les peintres de l'époque et tout ça, et cette fameuse photo qui va être importante. Alors, qui va être importante pourquoi? Parce que déjà pour une question de chiffres, 410 000 exemplaires de tirage de ce format, hein, c'est un record mondial, en 86, 410 000 exemplaires c'est la photo la plus développée sous ce format-là, et qui va marquer l'histoire de la photographie. Savoir qu'il était publicitaire, au moment où il faisait ça, ces photos-là. Quelle va être l'histoire de cette photo? Qui va marquer l'histoire de la photographie. Donc l'histoire qu'elle soit vendue, très connue, ça c'est un fait. Mais qu'est-ce qui va se passer lié à cette photographie qui est un fait social en fait. C'est quelqu'un qui s'est reconnu? Voilà, c'est qu'il va y avoir un dépôt de plainte. Et ça fait partie de l'histoire de la photographie, que je ne vais pas développer sur le travail spécifique, mais le premier problème qui va se poser avec l'histoire de la photographie, c'est au bout d'un moment, puisqu'on représente la réalité,
Est-ce que c'est une espèce de forme d'objectivité? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'image des gens ou non? Et socialement, puisqu'on était dans l'histoire de cette photographie des intentions sociales, voilà, très rapidement, là il faut un peu plus de temps pour que ça vienne, mais on va commencer à avoir ces problèmes de droit. Et dans ce cas-là, donc à l'époque où il faisait ces photos, il n'y avait pas de problème de droit, mais 50 ans après, Doisneau a été accusé de faire cette photographie, et ça fait partie des contraintes et des problèmes de la photographie. Cette objectivité va apporter des problèmes de droit. Alors, dans ce cas-là, juste pour la petite histoire, parce que c'est intéressant de connaître cette histoire, c'est qu'il y a un couple qui se reconnaît, et qui vont nous déposer plainte auprès de Doisneau. Et suite à ce dépôt de plainte, en fait, il y a un autre couple qui va déposer plainte, enfin, surtout la femme, parce qu'après ils sont séparés ces deux-là. Et c'est la femme qui va déposer plainte aussi, en disant c'est pas vrai, c'est pas eux, c'est moi qui est sur la photo avec telle personne. Et elle va le prouver en amenant une photo de Doisneau d'époque, signée de sa main, au moment où il a fait la photo, une photo que lui a offert Doisneau. Et Doisneau ne se souvenait pas du tout de tout ça, il avait complètement oublié, puis il ne savait même plus qui était là. Et en fait, on s'est aperçu après, quand il y a eu ce procès, donc on a connu l'identité de ces gens, je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle s'appelle. Si, Françoise Delbar. Voilà, c'était Jacques Carton qui pose sur cette photo. Et donc, va déposer plainte. 50 ans après, Doisneau était très embêté, il est allé en justice. Donc la première plainte va être déboutée parce que cette femme va dire que c'était pas vrai, mais à ce moment-là, elle va réclamer de l'argent en disant non, c'est pas eux, c'est moi, donc il faut se payer pour les droits à l'image. Comme c'est la photo la plus vendue, vous imaginez que c'était important. Elle réclamait 500 000 francs. 100 000 francs. La première réclamait 500 000 francs et la seconde réclamait 100 000 francs pour droit d'exploitation. Et donc, comme elle avait été payée pour ça, et puis surtout, le jugement, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle n'est pas clairement identifiable. Il faut que pour une identification, on ne la voit pas assez bien pour qu'elle soit identifiable. Donc, Doisneau va gagner. Ce que je veux dire par là, c'est pas une étude approfondie, le travail de Doisneau, je pense que ça sera fait par la suite. Donc, c'est juste de voir ce problème social, problème de droit qui va se poser dans tout ce qui va être fait, dans tout le travail photographique qui va être fait. Donc, Doisneau, ce que je voulais dire, c'est que cette femme-là qui a porté plainte, donc elle ne va pas gagner ses 100 000 francs, mais elle va gagner beaucoup plus. Parce qu'en fait, cette photo qu'elle avait de Doisneau, elle va la revendre. Et je ne sais plus combien elle a revend, 150 000 €. Elle a mis aux enchères, elle a touché 150 000 € de cette photo. Donc, valait mieux perdre le procès et gagner la photo. Donc, voilà. Donc, ça fait partie de l'histoire aussi, ces photographes qui vont marquer. En tout cas, ce qu'on peut voir à travers ces photographes-là, c'est est-ce que la photo, c'est la réalité ou non? Comment on se positionne par rapport à la photographie? Est-ce que cette histoire qui est sous-jacente de la photographie, cette histoire de